Julius était maintenant un vieil homme qui aimait profondément sa famille, en particulier sa fille. 60 ans avaient pesé sur sa tête, son dos était courbé comme une canne, mais il se levait toujours tôt, balayant son jardin avec l'énergie d'un jeune homme. Ce matin-là, il tenait son balai de la main droite, mais quelque chose d'étrange se produisit. Sa main commença à trembler. Au début, c'était léger, comme une feuille d'encens dans une brise douce. Puis, les tremblements s'aggravèrent. Ses doigts lâchèrent le balai, et l'une de ses jambes se mit à traîner, comme si elle refusait de suivre l'autre. Il tenta de rester immobile, mais le sol sembla tournoyer. Puis, soudain, il s'effondra, tombant comme un sac de sable mouillé, à plat. Ses yeux roulèrent en arrière, sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit, pas même un CRI. Et sa voisine, Mama Tossin, entendit le bruit et accourut. « Ah, Julius s'est effondré !» cria-t-elle. D'autres voisins sortirent, se rassemblant autour de lui. Sa bouche était rigide, son corps froid, mais sa poitrine bougeait encore, légèrement. Ils le portèrent comme un pot cassé et l'emmenèrent à la clinique la plus proche. Les infirmières secouèrent la tête, « Nous ne savons pas ce qu'il a », dirent-elles. « Essayez l'hôpital général. » Ils s'y rendirent, puis d'hôpital en hôpital, de ville en ville, de médecin en médecin, mais personne ne comprenait la maladie. Certains disaient, c'est un AVC. D'autres, c'est du poison. Un autre murmura, peut-être une malédiction. Ils essayèrent des herbes locales, du savon noir, de l'eau bénite, des bougies, de l'huile consacrée, mais l'état de Julius empirait. Sa voix s'affaiblit, ses doigts ne pouvaient plus tenir une cuillère, il ne pouvait plus tourner la tête ni bouger les jambes. Ses yeux fatigués regardaient les gens, comme ceux d'un homme attendant que la mort frappe à sa porte. Bientôt, la nouvelle de la maladie de Julius se répandit comme une fumée dans l'harmattan sec à Azagira. Les gens aimaient parler, et une fois lancés, ils ne s'arrêtaient plus. Sous les manguiers, près des foyers à bois, dans les étals du marché, leurs lèvres battaient comme des tambours. « Cette affaire n'est pas ordinaire », dit une femme, mordant son bâton à mâcher. « Un homme qui marchait hier ne peut plus bouger aujourd'hui », demanda une autre. « Peut-être a-t-il offensé un esprit », murmura quelqu'un. « Ou c'est une punition pour quelque chose qu'il a fait il y a longtemps », ajouta un vieil homme, hochant lentement la tête comme une tortue sage. Même les enfants, jouant dans le sable, pointaient la maison de Julius en disant « C'est la maison de l'homme maudit ». Au début, ce n'étaient que des paroles, mais elles devinrent une croyance. Julius ne pouvait plus marcher, ses jambes étaient raides comme du bois. Il ne pouvait plus s'asseoir, son dos était courbé comme un banc brisé. Il ne pouvait plus tenir une cuillère, ses mots étaient dispersés comme des papiers soufflés par le vent. Ses vêtements étaient trempés d'urine, ses pagnes sentaient les excréments, sa bouche puait comme une igname pourrie, et ses yeux étaient vides comme une fenêtre sans rideau. Même les mouches se posaient sur son corps comme sur une poubelle. Les visites se raréfièrent, les voisins venaient de moins en moins, et au milieu de tout cela, Julius restait là, immobile, comme une statue autrefois vivante. Personne ne savait quoi faire. Ils avaient tout essayé, mais la maladie le tenait comme des chaînes. Les murmures devinrent des histoires, les histoires devinrent de la peur, et la peur se transforma en silence. Tous croyaient désormais une chose. Julius était maudit. Bien avant la maladie, même quand Julius était fort et marchait comme un lion, les gens ne le respectaient pas. Il n'était pas riche, n'avait ni belle voiture ni beaux vêtements, et aucun diplôme. À Azagira, où chaque homme se vantait de son diplôme ou de sa position, Julius n'avait rien. Aucun sac d'école n'avait jamais touché son dos, aucune craie n'avait effleuré ses doigts. Il ne savait même pas écrire son nom. Quand les hommes se réunissaient sous l'arbre des réunions pour discuter des affaires du village, Julius arrivait, parfois le premier, s'asseyait en silence, attendant son tour. Mais lorsqu'il levait la main, on l'ignorait. « S'il vous plaît, disait l'un d'eux, agitant la main comme pour chasser une mouche. Ne viens pas nous faire perdre notre temps. » Même le crieur public cessa de l'appeler pour les événements. Quand quelqu'un demanda « Pourquoi ne plus appeler Julius ?» l'homme répondit « L'appeler pourquoi ? Il n'a rien à offrir. Sa tête est faite pour porter des paniers, pas pour parler. » Ainsi, Julius devint l'homme invisible. Au mariage, on passait devant lui. Au baptême, on sautait son verre lors des distributions de boissons. Aux enterrements, personne ne demandait son avis. Il était là, mais pas vraiment. À la maison, c'était pire. Ses 4 épouses le traitaient comme un reste de nourriture. Elle cuisinait ce qu'elle voulait, sortait sans demander, ne s'agenouillait pas pour le saluer, ne lui servait pas d'eau, même quand il toussait. Elle ne le voyait pas comme un mari, mais comme une erreur. « Pourquoi ai-je épousé cet homme ?» murmurait la première en nouant son pagne. « Il est inutile », ajoutait la deuxième en se regardant dans le miroir. La troisième sifflait bruyamment, même les mendiants ont plus de bon sens. La quatrième riait, un rire coupant comme une lame. Étaient les filles. Oh, les filles, c'était une autre histoire. Toutes belles comme des fées de la rivière, peau éclatante, ongles vernis, vêtements brillants. Mais leur langue était du feu. Sans emploi ni commerce,
elles avaient des petits amis riches et des « sugar daddy ». Des hommes en grosse voiture venaient la nuit, klaxonnaient 2 fois, et les filles sortaient en riant. Un jour, Julius tenta de parler. « Mes filles, dit-il, la voix tremblante, vous ne vivez pas bien. » Avant qu'il ne finisse, l'une se leva. « Qui t'a donné une bouche ?» lança-t-elle. « Tu es allé à l'école ?» cria une autre. La plus jeune, en jupe courte et cils longs, siffla si fort que les lézards s'enfuirent. Julius se rassit, silencieux, brisé. Dans sa propre maison, il était un étranger, comme un balai contre le mur, touché seulement quand on en avait besoin, point sur son lit de malade, puant la maladie et la sueur, ceux qui auraient dû l'aimer crachaient du feu. Leur père respirait encore, mais pour eux, il était déjà mort. Ainsi, dans cette maison, l'amour fit ses valises et partit, ne laissant que des insultes. Un matin, le soleil se levait à peine, les oiseaux chantaient, mais dans la chambre de Julius, ce n'était pas de la musique, c'était une odeur. Julius s'était souillé. Des excréments partout, de l'urine aussi. Le matelas était trempé, l'air épais, la pièce sentait comme une latrine à ciel ouvert sous un soleil brûlant. Il essaya de parler, « Emmenez-moi » balbutia-t-il, mais les mots refusaient de sortir. Sa bouche se tordit, sa langue était lourde comme une pierre, ses mains tremblaient, ses jambes ne bougeaient plus. Ses yeux étaient ouverts, mais fatigués. Il clignait lentement, comme si la vie s'échappait seconde après seconde. Ses filles entrèrent, virent le désastre et reculèrent. « Oh, tu pues » cria l'une, se couvrant le nez. « Vieil homme honteux » cracha la deuxième. « C'est comme ça que tu veux mourir » rit une autre, moqueuse. Aucune n'apporta d'eau ni de savon. Elles tournèrent les talons, claquèrent la porte comme un couvercle de cercueil. Point à partir de ce jour, elles cessèrent de cuisiner pour lui. La marmite resta vide pour Julius. Elles arrêtèrent de laver ses vêtements. Il portait le même pagne pendant des jours, humide, sale, froid. Le ventilateur de sa chambre s'arrêta, le seau resta sec, le plateau de nourriture restait propre, non pas lavé, mais jamais utilisé. Seuls quelques voisins, ceux dont le cœur gardait encore un peu de bonté, frappaient doucement à la porte. « Tiens » murmurait-il, lui tendant une cuillère de riz ou une petite tasse de bouillie. Parfois, il ne mangeait rien. Parfois, les fourmis mangeaient plus que lui. Ainsi, l'homme qui dansait autrefois sous la pluie, qui avait aimé 4 femmes, devint une ombre oubliée, un désastre sur un matelas, un corps abandonné, attendant, respirant, s'effaçant. Dans cette même ville d'Azagira, où les voix étaient bruyantes et les cœurs petits, vivait une femme discrète nommée Sarah. Elle n'était pas riche, n'avait ni or ni belle voiture, seulement une petite machine à coudre et un cœur assez grand pour porter une rivière. Son mari était mort 1 an après leur mariage, la laissant avec des souvenirs et un lit froid. Depuis, Sarah marchait seule. Elle cousait des vêtements chemisiers, pagnes, uniformes scolaires, et avec ce modeste travail, elle se nourrissait. Mais son cœur refusait de rétrécir. Chaque matin, avant que le soleil n'ouvre les yeux, Sarah nouait son foulard, prenait un bol d'eau, du savon, une serviette, et se rendait discrètement chez Julius. Elle n'annonçait pas son arrivée, elle entrait doucement. Julius était là, allongé, les yeux mi-clos, des mouches dansant autour de sa tête, son pagne trempé, sa peau sèche comme un sol craquelé. Sarah s'agenouillait, le soulevait doucement, comme une mère avec son bébé malade. Elle le lavait lentement, soigneusement, nettoyait la saleté, frottait sa peau avec du baume, l'habillait d'un pagne propre. Puis, elle sortait une petite assiette de nourriture. « Mange, baba Julius » murmurait-elle, approchant la cuillère de ses lèvres. Parfois, Julius essayait de parler, sa voix tremblait, ses larmes coulaient, mais Sarah souriait toujours. Elle essuyait son visage et disait « Ne parle pas, mange ». Puis elle rangeait ses affaires, disait « Je vais à l'atelier maintenant », et partait vers sa table de couture. Mais ça ne s'arrêtait pas là. La nuit, quand les étoiles bâillaient et que les grenouilles chantaient derrière les gouttières, Sarah revenait. Cette fois, avec de la nourriture chaude ou du riz, de l'igname ou une petite soupe aux poissons séchés. Elle s'asseyait près de Julius, le nourrissait, ajustait son oreiller, chantait doucement comme une berceuse. Julius la regardait avec des yeux fatigués et murmurait « Pourquoi m'aides-tu » Sarah souriait et répondait « Parce que c'est la bonne chose à faire ». Puis elle se levait, sortait doucement et disparaissait dans la nuit. Sarah revenait le lendemain matin, et le surlendemain, et tous les jours suivants. Les gens d'Azagira commencèrent à le remarquer. Il pointait du doigt, parlait. « Regardez-la » riait-il. « La femme du malade. Peut-être veut-elle hériter de sa pauvreté » plaisantait l'un. « Elle doit être folle » disait un autre. Mais Sarah ne répondait jamais. Elle ne haussait jamais la voix. Elle continuait son chemin discret, apportait sa nourriture, nettoyait son corps, souriait son petit sourire et partait. Même face aux insultes, elle restait calme, comme une eau immobile. Dans un monde où tous détournaient le regard, Sarah restait, comme une chandelle au cœur des ténèbres. Mais un jour, les filles de Julius s'emportèrent.
Ce jour-là, le ciel était brûlant, sans brise, sans sourire du soleil, juste une chaleur sèche flottant comme une fumée coléreuse. Sarah arriva comme toujours, tenant un petit bol de bouillie d'igname chaude. Elle poussa doucement la grille et entra. Mais cette fois, ce n'était pas le silence qui l'accueillit. Les 4 filles de Publius l'attendaient, visage crispé, yeux rouges, bras croisés comme des cannes repliées. « Qui t'a envoyé » cria la première. Sarah cligna des yeux. « J'ai juste apporté de la nourriture. »« Est-ce qu'on t'a demandé de nourrir notre père » siffla la deuxième. « Où veux-tu l'emmener chez toi » ajouta la troisième, avançant. Puis la quatrième saisit son foulard. Avant que Sarah ne puisse parler, elles la traînèrent par le pagne, tirèrent ses cheveux, la giflèrent, la jetèrent à terre. « Ne reviens plus ici » cria l'une. « Tu veux nous humilier dans cette ville » lança une autre. « Prends ta pitié et va-t'en. » Elles la poussèrent dehors comme un vieux déchet. Sarah ramassa son bol cassé, rassembla son foulard et s'éloigna sans un mot. Sa joue était rouge, sa main tremblait, mais ses yeux restaient calmes. Cette nuit-là, Julius attendit. Il tournait la tête, espérant voir son ombre à la porte. Mais personne ne vint. Il ne mangea pas, ne dormit pas. Il restait là, silencieux, vide. Pourtant, le lendemain matin, avant que le coq ne finisse son premier chant, il y eut un coup léger, familier. La porte s'ouvrit lentement. C'était Sarah, même foulard, même sourire, même nourriture, comme si rien ne s'était passé. Elle entra, s'assit près de lui et dit « Bonjour ». Puis elle commença à lui nettoyer le visage. Parce que la vraie bonté ne porte pas la peur. Bientôt, la maison de Publius devint incontrôlable. Elle ne sentait plus la soupe ni la maladie, mais le parfum et le péché. La musique jaillissait de petits haut-parleurs, les talons claquaient sur le carrelage, le rouge à lèvres tachait les murs. Des hommes aux lunettes noires et à la voix grave entraient et sortaient comme dans un hôtel. Les filles avaient transformé la maison en un lieu de débauche. Chaque nuit, des voitures étranges se garaient dehors, des hommes riaient, les portes claquaient, les pièces vibraient. Et tout cela se passait là, sur le même lit où Publius reposait, encore vivant, encore malade, encore humain. Parfois, elle ne le déplaçait même pas, le poussant juste sur un côté du matelas pour faire ce qu'elle voulait, embrasser, gémir, rire comme des fantômes. Julius tentait de parler, « S'il vous plaît » murmurait-il, les yeux pleins de larmes. Mais avant qu'il ne finisse, l'une criait, « Tais-toi » Une autre le gifla. « Tu veux mourir ? Meurs vite » lança-t-elle. « Tu bloques notre éclat. » Puis elle vaporisa du parfum dans l'air et monta sur le lit avec son invité. Julius fermait les yeux, mais le sommeil refusait de venir. Son cœur était plus lourd que son corps. Il ne reposait pas seulement sur un lit, mais sur la honte, la douleur, la trahison. Les murs de sa maison, autrefois remplis des rires d'enfants, résonnaient désormais d'un bruit qui faisait honte même au vent. Et personne ne les arrêtait, car l'homme de la maison était devenu un tapis sur lequel on essuyait ses pieds. Un dimanche, quelque chose d'incroyable se produisit, qui changea la vie de Publius à jamais et fit regretter à ses filles de l'avoir traité comme un déchet. Le ciel était blanc, les nuages doux, l'air calme, comme si quelque chose d'important se préparait. Rebecca, la fille aînée de Publius, entra dans le jardin, se pavanant comme une reine. Derrière elle, un homme à la peau claire, grand, rasé de près, vêtu comme l'incarnation de l'argent. Son parfum le précédait, sa montre brillait comme un éclair. Il descendit d'un SUV Lexus noir rutilant. Les voisins observaient derrière leurs rideaux. « C'est un grand homme » murmura l'un. « Directeur d'une société immobilière » répondit un autre. Rebecca a touché le jackpot, ajouta un troisième point. Ils entrèrent dans la maison en riant. Mais dès que l'homme posa les yeux sur Publius, allongé sur son matelas, faible, sale, silencieux, il s'arrêta. Ses yeux s'écarquillèrent, il cligna une fois, puis deux, et s'effondra à genoux, les 2 mains au sol. « Chef Julius » cria-t-il. « Ah, monsieur, c'est vraiment vous. » Il regarda à nouveau Publius, comme s'il voyait un roi en haillons. Rebecca resta figée, comme un arbre frappé par la foudre. Sa perruque glissa légèrement, ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Les autres filles accoururent. « Que se passe-t-il » demandèrent-elles, confuses. L'homme, nommé Kojo, se tourna vers elle, le visage mêlé de surprise et de colère. « Vous vivez avec cet homme comme ça et vous ne savez pas qui il est » Elles clignèrent des yeux. Kojo se leva lentement. « Vous ne savez pas qui est cet homme ? C'est le fondateur de City Piarestat, l'homme qui a fait de moi ce que je suis. » La pièce entière retint son souffle. City Piarestat, la société qui possédait plus de 20 domaines dans le pays. « Mon patron, mon bienfaiteur, mon père » dit Kojo, la voix brisée. « Il m'a donné la société, il a tout abandonné pour construire une famille, une vraie famille, élever des enfants correctement, loin du bruit, loin de l'argent. Il m'a dit de ne le dire à personne. Puis il a disparu. » Kojo regarda autour de lui.
Et c'est ainsi que vous le traitez? Le silence tomba, même l'horloge sembla s'arrêter. Julius ne parlait pas. Il regardait Kojo, les yeux humides, les lèvres tremblantes, mais il ne disait rien. Parfois, les larmes parlent plus fort que les mots. Dans ce silence, la vérité se dressa, et la honte baissa la tête. Kojo regarda Julius, puis les filles. Il y a des années, commença-t-il, votre père possédait City PR Estate, oui, la même société que vous voyez sur les panneaux publicitaires, à la télévision, dans les journaux. Votre père l'a construite de ses propres mains, avec sa sueur. Les filles le fixaient. Rebecca murmura, c'est impossible. Mais Kojo continua. Un jour, il m'a appelé dans son bureau. Il m'a donné les documents et m'a dit, Kojo, prends cette société, gère-la. Je veux tout quitter. Je veux élever une famille en paix. Je veux que mes enfants grandissent avec des valeurs, pas avec de l'orgueil. La voix de Kojo s'abaissa. Il a dit, si je reste ici, les femmes m'aimeront pour mon argent. Je ne veux pas élever des enfants gâtés. Je veux construire ma maison dans le calme, qu'ils grandissent et trouvent leur chemin. Quand ils seront prêts, ils me trouveront. Il marqua une pause, puis dit lentement, cet homme possède la moitié des maisons de luxe de cette région. La pièce vacilla. Les genoux de Rebecca cédèrent, elle s'effondra. Papa, dit-elle, la voix comme du verre brisé, les lèvres tremblantes, les yeux pleins de larmes. Les autres filles restaient figées, comme des arbres sous une tempête. Julius ne bougea pas. Son visage était calme, mais ses yeux étaient des rivières. Pour la première fois, ces filles ne voyaient pas un homme malade, mais un roi couronné de silence. Le lendemain matin, Asagira n'était plus calme. Les bouches battaient comme des tambours, les pieds couraient comme le vent. On criait au marché, le fou est milliardaire. Julius, l'homme qui n'était jamais allé à l'école, celui qui gisait sur un matelas souillé, était celui derrière les portails, les tours et les grands domaines qu'ils admiraient depuis des années. La vérité éclata comme un coup de tonnerre. Mais pendant que la ville tremblait de nouvelles, autre chose tremblait dans le corps de Julius. La maladie, qui n'était au départ qu'une feinte pour tester l'amour, avait pris racine, une racine réelle. Les médecins l'examinèrent à nouveau. L'un d'eux retira ses lunettes, regarda Kojo et dit doucement, 6 mois, peut-être moins. Le cœur de Kojo s'effondra, les yeux de Sarah se remplirent de larmes. Julius hocha simplement la tête, comme s'il le savait déjà. Puis il demanda une chose, appelez-les tous, murmura-t-il. Qui? Demanda Kojo. Tout le monde, répondit Julius. Ils vinrent, un par un, 10 par 10, jusqu'à ce que le jardin soit plein. Les malades, les riches, les pauvres, les orgueilleux, les humbles, les rieurs, les pleureurs, tous se tenaient ensemble, attendant d'entendre ce que l'homme oublié avait à dire. L'air ce jour-là était lourd, comme des nuages pleins de feu. Le jardin était bondé. Les mères serraient leurs enfants, les pères croisaient les bras, les anciens caressaient leurs barbes. Même la brise s'était arrêtée pour écouter. Au centre, assis dans un fauteuil roulant, Julius, maigre comme un balai, ses os enveloppés de vieux vêtements, ses mains posées sur les accoudoirs. Kojo se tenait à ses côtés, Sarah aussi. Les lèvres de Julius bougèrent. D'abord, sa voix était douce, comme le vent dans des feuilles sèches, puis elle devint claire, tranchante, pleine de vérité. J'ai cherché l'amour, dit-il. Tous se penchèrent. Mais j'ai vu la honte, la cupidité, la méchanceté. Ses yeux balayèrent la foule. Ses filles baissèrent le regard, ses épouses serrèrent leurs pagnes. Le silence s'installa. Julius pointa la foule. Quand je ne pouvais plus me tenir debout, vous m'avez abandonné. Quand je ne pouvais plus parler, vous m'avez ignoré. Quand je sentais la mort, seuls quelques-uns se sont souvenus que je respirais encore. Il tourna la tête. Mais ceux qui m'ont aidé, ceux qui ont apporté une cuillère de nourriture, une tasse d'eau, ce sont eux qui porteront mon nom. Des murmures, des pleurs, des exclamations. Je donnerai ma richesse, continua-t-il, à ceux qui m'ont montré du cœur. Il appela des noms, un voisin reçut une maison, un autre un terrain, un autre de l'argent pour l'école de son enfant. Les gens pleuraient, de vraies larmes. Puis il se tourna vers Sarah, celle qui n'avait jamais cessé de venir, celle qui avait nettoyé ses plaies, celle qui souriait malgré la douleur. Sarah, dit-il. Elle leva les yeux, pleins d'eau. À partir d'aujourd'hui, tu es la PDG de City PR Estate. La foule explosa. Certains applaudirent, d'autres s'agenouillèrent, d'autres crièrent, d'autres pleurèrent. Sarah resta immobile, ses mains tremblaient, son cœur battait comme un tambour. Julius sourit, et dans ce sourire, tout Asagira vit ce qu'était la vraie richesse. Kojo se tenait à ses côtés, Sarah près de lui, lui donnant de petites cuillères de bouillie. Julius les regarda, un doux sourire sur les lèvres, puis se tourna vers Kojo et dit, si elle accepte, épouse-la. Kojo inclina profondément la tête. Oui, monsieur, répondit-il. Sarah regarda Julius, les yeux timides,
mais son sourire était chaleureux comme un lever de soleil. Les mois passèrent. Le mariage fut modeste, mais plein de lumière. Les voisins dansaient, les vieilles femmes tapaient des mains, même le vent semblait souffler doucement, comme pour donner sa bénédiction. Sarah et Kojo devinrent mari et femme, et ensemble, ils dirigèrent Siti Piarestat avec des mains discrètes et des cœurs ouverts. Puis, un matin, juste avant l'aube, Julius ferma les yeux. Il ne trembla pas, ne pleura pas. Il s'endormit simplement et ne se réveilla jamais. Paisible, doux, comme une chandelle achevant sa lumière, non dans l'obscurité, mais dans la grâce. Touazajira pleura. Ceux qui l'avaient autrefois moqué portaient maintenant du blanc et pleuraient comme des bébés. Ils chantaient pour lui, parlaient de lui, racontaient son histoire à leurs enfants. À Lagos, au siège de Siti Piarestat, ils placèrent une plaque dorée à l'entrée. Elle portait sa dernière vérité, le respect est la fondation, pas la richesse, pas l'éducation, juste le cœur. Ainsi, Julius, que le monde appelait un fou, devint une légende. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air, commentez ce que vous en avez appris, partagez avec vos amis et votre famille, et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres contes africains comme celui-ci. Merci.